C'était une grande réflexion parmi les bailleurs sociaux, parmi nos organisations syndicales, c'est de savoir comment nous pouvions mener une éco-réhabilitation, étant donné que, contrairement à ce qu'on croit, on économise l'énergie, mais pas forcément la quittance si on se contentait de remettre aux normes techniques nos immeubles. Donc on est obligé d'avoir une réflexion, alors que nous appelons aujourd'hui holistique, c'est-à-dire qui prennent en cause le maximum de données de l'immeuble ou du groupe d'immeubles à réhabiliter. À la fois, nous avions des travaux sur l'enveloppe, c'est-à-dire les façades, les fenêtres, la toiture, la charpente, l'isolation des caves, mais aussi sur les parties intérieures, où au-delà du changement des fenêtres, des ouvrants, on a mis en place de la VMC double flux et un chauffage collectif urbain, puisque nous sommes aujourd'hui alimentés par la chaufferie urbaine. Nos locataires nous avaient dit, nous souhaiterions que les entreprises n'interviennent que 3 ou 4 fois dans nos logements, de façon à ne pas avoir le défilé que nous avons l'habitude de constater dans ces grosses réhabilitations, et ce qui a été globalement le cas. Nous étions très fermes sur les objectifs à atteindre en matière de consommation énergétique, puisqu'en dépendait l'ensemble des financements. Nous étions très fermes sur la conservation du caractère historique, donc il ne s'agissait pas de dénaturer à la fois les façades, à la fois les montées d'escalier, à la fois l'ensemble des parties communes. Et puis nous avions un troisième objectif qui est, hélas, un objectif budgétaire. Et c'est des travaux relativement onéreux, on est à 40 000 € par logement, et nous n'avions pas les capacités de dépasser ce plafond. Je crois aussi que la rénovation de ce type d'immeuble est aussi l'occasion de se plonger dans ce que nous voulons en faire en termes de services. Et en fait, on ne s'est pas tellement plongé dans l'avenir, on s'est plongé dans le passé. Et c'est ça qui est assez extraordinaire sur cet immeuble, c'est que comme c'était un jardin ouvrier, au rez-de-chaussée, il y a une dizaine d'emplacements qui font à peu près 60 mètres carrés chacun, qui étaient déjà affectés à l'usage commun des locataires. Notamment, il y avait des bains-douches, notamment, il y avait des ateliers de travail, il y avait des buanderies, il y avait des endroits où on séchait le linge. On s'est dit que finalement, cette question était très fortement d'actualité et nous avons mis au rez-de-chaussée un certain nombre de services qui n'existaient plus, dont des salles associatives, le fait de pouvoir recevoir les seniors dans de bonnes conditions, mettre en place du travail à domicile au rez-de-chaussée, etc. Et puis on a encore une ou deux idées qui vont être développées, mais qui donnent sens non seulement à l'immeuble, mais tout à un quartier. Alors, la méthode de travail que nous avons employée pour la Cité Mignot est reproductible. On en a d'ailleurs fait des ouvrages au sein d'un groupe auquel on appartient, qui s'appelle Habitants en Région, qui regroupe le patrimoine des caisses d'épargne, avec deux techniques. La première technique, c'est comment on organise une conception-réalisation avec une place très importante, une place décisionnelle laissée aux locataires. Et la deuxième chose, comment on fait une approche la plus générale possible qui nous permette de hiérarchiser nos priorités. En interrogeant nos locataires, on en a tiré un certain nombre d'orientations. Je vous en donnerai une dernière. C'est qu'un certain nombre de personnes vieillissantes voulaient rester dans l'immeuble. Donc on a aménagé au rez-de-chaussée 5 logements qui sont parfaitement adaptés au vieillissement de la population.